Vous retrouvez pour cette demi-heure en direct. Alors aujourd'hui, mardi 22 novembre, vous êtes extrêmement gâtés dans Bretagne Matin puisque nous avons la chance de recevoir le réalisateur Jean-François Laguioni, réalisateur costarmoricain du magnifique film d'animation Louise en hiver qui sort demain, ainsi que Dominique Fro à ses côtés qui est la comédienne qui prête son incroyable voix à Louise. On vous retrouvera tout à l'heure. Nous parlerons également de l'hémochromatose, une maladie génétique caractérisée par une surcharge en fer dans l'organisme, une maladie très fréquente en Bretagne puisqu'elle touche, tenez-vous bien, un Breton sur 200. Et oui, beaucoup ne le savent pas ou ne le savent que trop tard, ne l'apprennent finalement quand c'est déjà bien engagé. D'où l'importance du dépistage. Joël Desmar, le président de l'association Hémochromatose Ouest, nous en dira beaucoup plus. Et puis nous retrouverons notre internaute, bien entendu, comme chaque jour. Aujourd'hui, c'est Paul qui sera avec nous depuis Rennes. Voilà, mais avant cela, on va faire un petit point météo si vous le voulez bien. C'est le calme après la tempête. Heureusement, l'après-midi s'annonce des plus agréables. En Bretagne, seules quelques rafales à 60 km/h persisteront encore dans la baie de Saint-Malo. Le soleil brillera partout entre des passages nuageux qui pourront distribuer de rares averses sur la frange littorale du Finistère et des Côtes d'Armor. Les températures un peu fraîches afficheront au meilleur du jour 9 degrés à Rostronin, 10 à Brest et Saint-Brieuc, 11 à Quimper et 12 degrés à Rennes. Voilà, après cette note hivernale, nous retrouvons comme promis Paul, notre internaute. Bonjour Paul. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Vous avez le sourire. Je suis content de vous saluer et de saluer Jean-François Laguioni parce que c'est une grande chance d'être invité le jour où il est présent sur le plateau. Donc je salue ainsi que Dominique Fro. Et bien sûr votre invité, mais d'abord pour Louise en hiver. En plus j'ai une petite fille qui s'appelle Louise, donc c'est formidable. Donc voilà. On en reparlera tout à l'heure. Alors aujourd'hui Paul, c'est votre coup de cœur ou votre coup de gueule ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? C'est un coup de cœur. Que je veux donner à un groupe de professeurs de collège d'Ille-et-Vilaine qui se mobilisent pour la lecture, enfin plus précisément pour aider les élèves de 6e ou de 5e à rattraper les retards qu'ils ont pu avoir pour des raisons diverses pendant le primaire. On sait que c'est fondamental de bien savoir lire au début du collège. Donc, il y a des groupes de professeurs qui se sont formés pour ça, pour essayer de comprendre pourquoi certains élèves ont du retard et donc comment pallier, comment les aider à récupérer ce retard par rapport aux autres. Donc, je leur donne un grand coup de chapeau. Très bien, merci Paul. On vous retrouvera tout à l'heure. Alors, je vous l'annonçais dans le sommaire, l'hémochromatose touche une personne sur 300 en France et donc davantage encore en Bretagne. À l'occasion de la Semaine nationale de l'hémochromatose qui a eu lieu au mois de mai, chaque année, nos journalistes étaient partis à la rencontre de malades. C'est un reportage d'Adélaïde Castier et de Vincent Barse. Cela fait bientôt 10 ans que cette patiente doit régulièrement effectuer une phlébotomie, plus communément appelée une saignée. Elle souffre d'hémochromatose, une surcharge en fer dans l'organisme. Lorsque la maladie a été diagnostiquée, elle venait 2 fois par mois se faire piquer. Désormais, la saignée est prescrite 4 fois par an. Maintenant, j'y pense pas. Je vis normalement. Vous avez de la chance, vous pensez d'avoir une détection assez rapide ? Oui, j'avais 40 ans, donc un petit peu plus. Et ben oui, je me dis que si j'avais pas ressenti cette fatigue et si je n'étais pas allée chez le médecin aussi rapidement, eh bien, peut-être que j'aurais eu des complications. Pour les médecins, c'est là toute la difficulté. Les symptômes ne sont pas facilement identifiables, d'où l'intérêt d'augmenter le nombre de dépistages, surtout lorsqu'il existe des cas dans sa famille. Une fois l'hémochromatose détectée, le patient est orienté dans un centre comme l'établissement français du sang. Ils nous sont adressés directement ici, effectivement, pour faire baisser leur taux de ferritine. Pour vous donner un ordre d'idée, un taux de ferritine à peu près normal, c'est dans les 300. Ils arrivent ici avec un taux de ferritine à 1500. Dans ce service hospitalier, une cinquantaine de saignées sont pratiquées chaque semaine. Si la maladie remonte à plusieurs siècles, cela fait seulement 15 ans que le gène a été identifié. Comme pour le diabète, on ne guérit pas de l'hémochromatose, mais l'on peut se soigner quand il est encore temps. Il y a encore des gens qu'on diagnostique au stade de cancer, qui présentent une cirrhose avec un cancer et on découvre qu'ils avaient la maladie d'origine génétique, donc depuis toujours, qui n'avaient jamais parlé en fait, qui n'avaient jamais eu de symptômes ou des symptômes très faibles qui font que le diagnostic n'avait pas été porté. Et le cancer aurait pu être évité ? Et le cancer aurait certainement pu être évité, oui. En Bretagne, la maladie touche plus que dans le reste de la France. Une personne sur 200 contre 1 sur 300 au niveau national. Une simple prise de sang suffit à détecter la maladie.
Bonjour Joël Desmar. Alors vous êtes le président de l'association Hémochromatose Ouest. Qu'est-ce qui explique que la Bretagne soit plus touchée que d'autres régions? Oui, bonjour. Oui, on a coutume de dire l'héritage des Celtes. J'ai des origines celtes par ma grand-mère. Et effectivement, on a remarqué que cette maladie, dont les origines remontent dans l'Europe centrale il y a 3000 ans, on la retrouve en termes de prévalence sur le parcours migratoire des Celtes. Et regardez une carte, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la Bretagne bien sûr, puisque c'est quand même un haut lieu de la Celtique, et sur bien sûr l'Espagne. Ce parcours migratoire, on le retrouve également sur la côte est des États-Unis, parce qu'il y a eu beaucoup de migrations sur les États-Unis, en Australie, Queensland et Nouvelle-Zélande. Donc c'est à peu près certain qu'il y a eu une mutation à cette époque-là et qu'au fil du temps, eh bien, elle s'est développée avec les migrations de population. D'accord, alors du coup la Bretagne est très touchée et le CHU de Pontchaillou est devenu le centre de référence en France. Tout à fait, le CHU de Pontchaillou est vraiment un centre de référence parce que l'origine génétique a été découverte par un professeur de l'époque, le professeur Simon, en 1977. Et bien sûr, à l'époque, l'origine génétique était difficile à déterminer. Le gène a été découvert beaucoup plus tard, mais c'est bien à Pontchaillou et c'est devenu le centre de référence. Et d'ailleurs, c'est un plateau technique remarquable avec également un centre de recherche aujourd'hui dirigé par le docteur Olivier L'Oréal. Alors, l'accumulation de fer dans l'organisme, ça se fait au fil du temps. Est-ce qu'il faut se dépister tôt et quels sont les symptômes? Voilà, la mutation génétique, quand on l'a à la naissance, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais au fil du temps, le fer que nous ingérons, il n'est pas nécessaire pour les globules rouges en totalité, et une partie est stockée. Et c'est cette accumulation dans le temps qui fait qu'à 30, 40 ans, 50 ans pour les femmes, par exemple, eh bien, ça s'accumule dans les organes vitaux, en particulier en priorité sur le foie, et que ça peut contribuer à une détérioration de ces organes vitaux. Donc le drame, c'est de découvrir à travers les symptômes qui apparaissent tardivement que l'on a cette maladie, alors que si on fait de la prévention en amont par une simple prise de sang, comme il a été dit, une simple prise de sang suffit, eh bien, il est évident qu'on pourra vite fait détecter et surtout passer à la phase de traitement. Parce que c'est ce qui est le plus important, le traitement, et surtout, après, j'en parlerai après, du dépistage familial. Alors du coup, les symptômes, ce sont une grande fatigue, des douleurs rhumatismales, des choses comme ça? Voilà, grande fatigue, douleurs articulaires, problèmes d'hypophyse et... comment dirais-je également, oui, grande fatigue, douleur articulaire. Donc il faut que les médecins soient sensibilisés, absolument. Alors, il faut que les médecins soient sensibilisés. Tous ces symptômes-là correspondent à un tas de symptômes que l'on a pour d'autres causes. Le tout, c'est qu'il faut que le médecin ait ce que l'on appelle le réflexe diagnostique sur la base de ces symptômes et ait le réflexe de faire le dosage de la ferritine et le dosage du coefficient de saturation de la transférine, que je sois clair. Et donc, à partir de là, ce sont deux marqueurs qui indiquent bien l'orientation à prendre vers un test génétique qui, lui, sanctionnera hémochromatose ou pas hémochromatose. D'accord. Alors, le traitement, quel est-il? Le traitement, on l'a dit, c'est la saignée. Donc rendu célèbre par Molière dans Le médecin malgré lui, par exemple. La soustraction sanguine, effectivement, chaque fois qu'on retire des globules rouges, effectivement, l'organisme a besoin de reconstituer, il a besoin de fer, et donc il va puiser à ce moment-là dans le stock. Et un certain nombre de saignées répétées dans le temps, eh bien, ça peut permettre de désaturer et ensuite, par un traitement d'entretien, de gérer la maladie. Et si on est vraiment rigoureux dans cette phase-là, eh bien, on peut vivre tout à fait normalement. Voilà. Ça fait 20 ans que je suis dépisté, traité, et vous voyez, j'ai une mine de capitaine. Vous êtes en pleine forme, c'est ce que je vois. J'ai une santé de fer, voilà. Je vois ça. Oh là, oui. Très bien, écoutez, on vous remercie d'être venu nous parler de cette maladie, et on insiste donc encore une fois sur l'importance du dépistage, à nouveau. Voilà. Le dépistage, effectivement, le réflexe, le diagnostic, le dépistage, et pour cela, on est proche des autorités de santé avec lesquelles on travaille, et bien sûr, on est à l'écoute des malades. Très bien, merci beaucoup Joël Desmar. Et on rappelle le site internet de l'association hémochromatose-ouest.fr. Paul, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une maladie que vous connaissiez ? Non, je la découvre avec vous. Il y a deux choses qui me viennent immédiatement à l'esprit en entendant le dialogue avec le président de l'association. C'est justement tout le travail que font les associations pour certaines maladies peu fréquentes comme celle-ci, enfin, ou trop encore, mais enfin mal connues. Et puis d'autre part, le rôle de la recherche en génétique.
C'est évident qu'à partir du moment où on a découvert cette trace dans un gène, on a fait une avancée formidable pour le traitement de la maladie. Donc il faut vraiment, plus globalement, on arrive en décembre, ce sera bientôt le Téléthon, vraiment aider la recherche en génétique en France. C'est très important pour le traitement de certaines maladies. Le message est passé, Paul. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, nous allons passer à notre séquence cinéma. Là, il n'est plus question de fer, mais de chemin de fer. Ce train qu'a raté Louise et qui lui a fait faire un voyage intérieur. Voici la bande-annonce du film Louise en hiver. Je n'avais pas peur. J'étais contrariée. La vie est partout, comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie? Tu peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la vieillesse. Qu'est-ce que tu en sais, Louise? Allons bon, elles parlent maintenant, les bêtes. Les chiens seulement. Pour les chats, c'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches. Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont mes souvenirs? Ça vient comme de petites vagues mystérieuses. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important. Tout était important. Mais voilà, vous voyez, un message magnifique donné par ce film Louise en hiver. Nous avons la chance de recevoir Jean-François Laguioni, qui est le réalisateur du film, et Dominique Fro, comédienne, vous qui prêtez votre voix à Louise. Bonjour à tous les deux. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-François, comment vous est venue l'idée de cette histoire? C'est un petit texte que j'avais écrit il y a très longtemps. Et puis... il dormait dans les tiroirs, comme beaucoup d'entre eux. Et il y a des trésors dans les tiroirs. Voilà. Il y a un moment où je l'ai sorti, et puis j'en ai fait une histoire un petit peu plus importante. Peut-être au moment où ma mère s'est retrouvée seule, je pensais un peu à elle. Donc voilà. Alors du coup, vous l'avez ressorti des tiroirs, mais est-ce que vous avez écrit tout de suite un scénario? Non, quand je peux éviter le scénario, ça m'arrange parce que je travaille directement sur les mots. Et il y a des mots qui me font penser à des dessins très rapidement. Donc je prends des grandes feuilles de papier puis je dessine le film comme ça. Non, vous dessinez le film, vous travaillez un peu comme un auteur de BD finalement. Oui, voilà. Mais sans cases. Ah oui, ça, je ne peux pas dessiner dans des cases. Donnée au dessin, voilà. Est-ce que si vous n'aviez pas rencontré Dominique Fro, est-ce que Louise aurait la même ampleur? Mais non, c'est ça qui est drôle, en fait, dans cette aventure, c'est que je ne connaissais pas Dominique. Et j'avais dessiné une Louise qui était, c'était une petite bourgeoise, mais un peu fragile, un petit peu face à la mésaventure qui l'attendait. Là, je pensais la faire. Et puis, en entendant la voix de Dominique, j'ai compris que je faisais une erreur. Donc... on a enregistré la voix très vite, hein. Donc j'ai pu travailler avec elle longtemps avant de finaliser les dessins. Et puis on a enregistré dans les années 2010. J'étais encore dans le tableau, mon film précédent. Voilà. Et puis en montant la voix, etc., j'ai redessiné le personnage et je l'ai fait beaucoup plus grosse, plus quand elle marche. C'est pas de quand votre elle faute, marche dans le que vous êtes sable, fluide, pour le coup. On entend ses pas qui s'enfoncent. Et ça, des petits détails comme ça. Et puis surtout, il fallait qu'elle soit. C'est une combattante. Elle va se bagarrer dans cette histoire. Donc voilà.
Et donc la voix de Dominique a façonné finalement le personnage, quoi. Oui, et puis aussi la façon dont elle l'a interprété. Alors Dominique, vous voyez comment ce personnage de Louise, c'est qui pour vous ce personnage? C'est tous les jours différents. Alors aujourd'hui c'est quoi? Et au moment où j'ouvre la bouche, je ne sais pas du tout ce que je veux dire. Et c'est toujours comme ça. Pour moi, finalement, ça se ramène toujours. Je crois qu'en tant qu'acteur, on ne joue qu'une seule chose. On joue un seul personnage. C'est l'auteur. C'est-à-dire, il y a des mots qui ont été écrits et on fait comme les saumons. On remonte le cours des rivières et on va voir pourquoi ils ont été écrits. Alors Louise, pour moi, c'est quelqu'un qui est comme un auteur. Quelque chose fait que tout d'un coup, elle se retrouve seule dans un endroit qui normalement est utile, une station balnéaire. Il y a plein de choses qu'on vend, plein de melons qu'on ramène à la maison, des parasols pour manger les melons. Et tout d'un coup, tout ça n'est plus là utile, tout ça est rien. Tout ça. Elle est là pour rien, en fait, c'est ça. Elle est là pour rien. Et est-ce qu'on change quand on est là pour rien? Est-ce qu'on voit la vie autrement? On voit la vie autrement quand on est là pour rien. Je pense que tous les auteurs, ils vont vers cet endroit où ils sont là pour rien. Et ils ont peur. Ils affrontent quelque chose que nous, dans la vie, nous sommes habitués à nous lever toujours pour quelque chose et à nous coucher toujours pour quelque chose. Donc, être là pour rien, plus personne ne sait ce que c'est. Mais je pense que les auteurs, ils y retournent toujours. Et ils affrontent une peur, une joie qui n'a rien à voir avec tous les commerces possibles et inimaginables. Et tous les portefeuilles remplis inimaginablement. Mais c'est des joies qui font peur, c'est parce qu'elles ne sont pas partageables. C'est la solitude? Est-ce que c'est l'éloge de la solitude quelque part? Non, c'est l'éloge de la liberté. De la liberté? Voilà. Ou alors... Pardon. Elle a du temps, justement. Un petit peu encore, oui. Donc, je croyais elle a du temps. Si, elle a du temps, c'est ça. Louise a du temps. Oui, elle a du temps. Donc elle a raté son train. Elle a une chance incroyable. Quelle chance de rater son train de temps en temps dans la vie. Oui. Il faut le recommander à tout le monde, je crois. Mais d'ailleurs, je crois que c'est un des retours que vous avez eu lors de la projection du film. Ah oui, magnifique. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Je suis Louise, je veux rater mon train, je veux rater quelque chose pour retrouver... Bon, c'est vrai, un accident comme ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, oui. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être un voyage, ça peut être une découverte. Alors vous avez fait vous-même la condition, excusez-moi, oui, de ne pas refermer les portes. Hein. Il faut ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres. Laissez ouvert les choses, laissez ouvertes les choses. Alors vous faites vous-même les décors du film au pinceau, un peu à l'ancienne. C'est assez étonnant ça aussi. Non, ça n'a rien d'étonnant. C'est peut-être un petit peu plus long, mais j'avais envie de retrouver le goût du papier, le goût de la peinture. Alors c'est une coproduction également avec le Canada. C'est le film que vous allez également présenter là-bas cette semaine. Quelles sont les attentes que vous avez par rapport à cette projection? Est-ce que vous pensez que c'est un film qui peut avoir une vie internationale? Écoutez, un film d'animation s'adresse à tout le monde, à tous les âges d'abord. C'est un film pour les vieux, pour les enfants, pour tout le monde. Mais aussi, je me suis rendu compte en présentant mes films ici et là que c'est en effet un langage complètement international. Donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. Donc le message que veut faire passer Louise en hiver, quel est-il? Est-ce qu'il y en a un d'abord? Est-ce que c'est quoi? C'est les portes ouvertes vers nos souvenirs finalement? Il n'y a pas de message. Se laisser aller d'abord et puis regarder un petit peu ce qu'il y a autour de nous et en profiter. Et vous, Dominique, un petit mot de la fin? Le mot de la fin, une collaboration avec un réalisateur, quand on est dans la boîte noire du studio où les mots finalement deviennent tous les décors, chaque mot, je crois beaucoup à l'écriture qui peut faire théâtre à elle toute seule. Quand on est dans la boîte noire du studio, il n'y a que 2 êtres humains plus 3 autres derrière une console et tout d'un coup, on a juste l'écriture et on s'en va.
Et cette collaboration avec Jean-François, ayant oublié ma fonction d'actrice en faisant ça, parce que pas grand-chose m'y ramenait, il n'y avait pas de technicien, il n'y avait pas tous les décors et tout ça, nous étions tout seuls, tous les deux. Finalement, en discutant, c'est devenu autre chose, c'est devenu ça. Et vous avez édité donc la nouvelle Louise en hiver. Voilà, et je me suis pas pour autant transformée en éditrice ni quoi que ce soit, mais tout d'un coup, il existe ça, puis il existe ça. C'est Jean-François aussi qui l'a écrit. Puis il existe ça. Oh bah dites donc. Comme quoi la fonction dans la vie, on peut passer d'une fonction à une autre, et on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est la fonction. Hein. Il n'y en a pas, c'est de la liberté. Hein. Il n'y en a pas. On va garder la liberté. Notre vraie fonction est d'être humain. Voilà, très bien. Notre vraie fonction est d'être humain. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous demander une petite réaction, Joël. Est-ce que vous êtes fan des films d'animation en général ? Oui, mais effectivement, je n'ai pas tellement l'occasion de me pencher sur la question, mais je crois que ce que j'ai entendu, c'est extrêmement touchant et c'est une invitation à la réflexion sur le temps, sur soi-même, sur son autour de soi. On court trop vite et il faut se poser de temps en temps. Et si un accident nous permet de nous poser, c'est peut-être une bonne chose. Merci beaucoup, Joël. Paul, vous, est-ce que vous irez voir Louise en hiver, qui sort demain donc, Évidemment. Alors, je voulais dire que c'est une merveille de voir deux personnes, je dis bien deux personnes au sens fort du terme, comme Jean-François Laguilloni et Dominique Fro. Et tout à l'heure, je regardais le regard de Jean-François Laguilloni sur Dominique Fro, l'écoutant, un regard qui écoute. Une espèce de douceur et une façon de prendre son temps et d'exprimer de la poésie qui me touche beaucoup. Et je pense que il y a un petit côté Proust. Enfin, dans la présentation, on disait à un moment les souvenirs comme des vagues. Ça fait penser aussi à Cabourg et à des très belles pages de Proust. Le cinéma et la peinture ensemble, c'est une merveille. Vraiment, bravo et merci. Merci beaucoup, Paul, pour cette petite note poétique. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, bientôt pour notre édition de midi. Valérie Chopin va nous rejoindre pour nous présenter les titres de l'actualité. Bonjour Valérie. Bonjour, messieurs, dames. De quoi allez-vous nous parler ? Expliquez-nous. Alors, dans l'actualité, vous êtes sûrement au courant, si vous habitez Rennes ou les alentours, qu'on a eu un petit problème samedi après-midi. Les sous-sols rennais font parler d'eux, puisque samedi après-midi, donc, une partie du sol d'un magasin, en fait, s'est effondrée. Il s'avère que le tunnelier Hélène, qui est en ce moment en train de creuser la 2e ligne de métro, était en train de travailler en dessous. Donc, le tunnelier est arrêté pour 3 semaines, le temps qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il s'avère que le sol rennais fait parler de lui assez souvent. C'était déjà le cas pour la 1re ligne de métro. Donc aujourd'hui commencent des carottages, comme on dit, qui vont être effectués pour comprendre bien précisément ce qui se passe dans le sol situé sous la rue de Saint-Malo. Par précaution, les logements situés au-dessus et à côté du fameux déstockeur ont été évacués. Les habitants sont relogés, mais de façon momentanée. On peut comprendre leur inquiétude, on les a rencontrés justement aujourd'hui. Il est aussi question de gaspillage alimentaire aujourd'hui. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais le gaspillage alimentaire, c'est d'actualité, puisque nous sommes dans la semaine européenne des réductions des déchets. Alors, coup de projecteur ce soir dans notre journal télévisé sur le collège Camille Guérin de Saint-Méen-le-Grand, dont les déchets vont être épluchés. C'est vraiment le mot adapté. Ce midi à la cantine, puisqu'on va peser les aliments non consommés, on va également installer un gâchimètre. Ça existe. Un gâchimètre pour vraiment calculer combien de pain n'a pas été utilisé, mangé. Tout ça pour comprendre, évidemment, on comprend bien, pour inciter en tout cas les élèves à bien comprendre bien le poids de tout ce qu'ils ne mangent pas, et puis peut-être inciter les établissements à acheter différemment, en tout cas de façon mieux proportionnée. Et puis ce soir, alors vous parlerez d'un phénomène breton. Oui, c'est pas moi qui le dis, le phénomène Le Drian, c'est les auteurs de ce livre en fait qui l'ont employé, ce terme. Le phénomène Le Drian, enquête sur le plus influent des Bretons. C'est un livre en fait qui retrace le parcours de l'actuel ministre de la Défense et président du Conseil régional de Bretagne, depuis sa naissance à Lorient, dans des conditions assez modestes, jusqu'au gouvernement. Un parcours assez intéressant où on découvre un homme à la fois ambitieux, à la fois complexe, clairement, et puis très attaché à sa région. On aura un des auteurs, Benjamin Cletz, qui sera sur le plateau du journal télévisé de ce soir. Parfait, merci Valérie, à très bientôt. L'info sur France 3 se décline également sur Internet et on va retrouver Stéphane Gramont en direct de notre rédaction web. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ce matin? Expliquez-nous. On va parler jeux vidéo et musique classique parce que cela peut faire bon ménage. La preuve, le Video Game Live, c'est l'Orchestre Symphonique de Bretagne qui joue ce soir aux Libertés des grands classiques des jeux vidéo, Zelda, Super Mario, World of Warcraft. Tout le monde ne pourra pas y aller, mais on était hier à la répétition générale et même en direct sur notre page Facebook pour découvrir comment justement le classique peut se marier avec le jeu vidéo. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Paul, une petite réaction peut-être sur l'actualité rapidement avant de nous quitter? Immédiate pour dire que l'Orchestre Symphonique de Bretagne est dirigé par un homme très dynamique qui s'appelle Martin Feldman. Et c'est lui qui donne cette impulsion, cette ouverture vers les musiques actuelles. Et donc c'est un coup de chapeau que je lui donne. Donc Martin Feldman, l'Orchestre de Bretagne, ne manquez pas ça. Très bien, merci beaucoup Paul, on vous retrouve très bientôt. Merci également à Joël Desmar, merci à Jean-François Laguioni et Dominique Froid. Un petit mot de la fin, rapidement? Oui, à la recherche du temps perdu. Puisque Paul a parlé de Proust, je pense que Louise, on peut dire, c'est la recherche du temps perdu. Eh bien Louise, c'est la recherche du temps perdu, mais on va rester là-dessus. On va se retrouver quant à nous jeudi prochain dans Bretagne Matin pour parler du Précis Mobile avec Olivier Clerc. Vous verrez, c'est une machine étonnante qui vient du Finistère et qui devrait vous plaire. Et puis nous ferons également un petit focus sur l'association régionale Connexion Papier qui est basée à Châtel-Audrin dans les Côtes-d'Armor. Son président battra en brèche nombre d'idées reçues sur le papier qui, non, n'est pas mort et qui se projette même à grands pas vers la modernité. Très belle journée à vous, à jeudi 10h15 sur France 3 Bretagne.